Merci beaucoup Gauthier. C'est un plaisir d'être avec vous, d'autant que effectivement, avec Philosophie et Management, nous avons eu le plaisir d'inviter Gauthier et de construire tout un cycle avec lui il y a quelques années. Et l'idée, c'était intelligence de la nature, en quoi la nature peut inspirer un autre management. Donc je vais essayer un peu de, comme l'a dit Gauthier, de rebondir sur lui, entre guillemets, et sur Aline, excuse-moi, c'est ce qu'évoquait Gauthier, et vous dire un peu ce que tout cela m'inspire très brièvement. Ça fait effectivement plus de 25 ans que je travaille en entreprise, à la fois privée, publique, not for profit. Et ce que j'ai pu constater, c'est effectivement ce que Gauthier nous dit, c'est que nous sommes effectivement déconnectés très souvent lorsque nous travaillons dans les organisations du vivant. Et donc, il ne nous inspire pas suffisamment que pour prendre les bonnes décisions. Je vais vous évoquer quelques exemples très simples. J'ai travaillé dans une grande banque que je ne citerai pas ici, mais il y a déjà 10 ans, je disais, mais comment est-il possible que les taux que nous proposons pour le financement de bâtiments verts ne soient pas plus bas que ceux que nous proposons pour les bâtiments gris, c'est-à-dire qui n'incorporent pas effectivement cette inspiration du vivant. Ça ne fait aucun sens. Et pourtant, eh bien, les banquiers continuent, ils pratiquent plus ou moins les mêmes taux, sans discriminer. Alors que d'un point de vue purement rationnel, eh bien, on sait de toute façon que les bâtiments gris auront une durée de vie moindre et que donc, a priori, ce sera moins intéressant en termes purement financiers et que donc il faudrait les pénaliser, si vous voulez. Et la réaction que j'ai eue quand je proposais ce type de réflexion à mes amis banquiers, qui étaient par ailleurs très intelligents, c'était « tu te prends pour Dieu ou quoi ?» On laisse ça au marché. Mais on le voit, le marché, comme l'a bien expliqué Gauthier, mène souvent à cette compétition qui est en fait destructrice de valeur nette pour l'ensemble plutôt qu'une augmentation de la valeur, quoi qu'on en dise. Donc il faut effectivement essayer de développer cette prise de conscience. Mais elle est vraiment très difficile. Et je voudrais prendre un autre exemple très extrême que nous voyons aujourd'hui dans cette nouvelle économie avec Internet et autres, dont on dit qu'elle pourrait amener des tas d'améliorations. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ? Le plus grand acteur de cette nouvelle économie, Google, eh bien, a une idéologie transhumaniste. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de transhumanisme, mais pour dire les choses très simplement, que nous disent-ils ? Eh bien, c'est que le but pour eux, c'est de tuer la mort. Tuer la mort. Est-ce qu'il y a une idée plus bête et plus éloignée de ce qu'est le vivant ? La mort, elle est intégrale au vivant. Je pense que Gauthier pourra le dire mieux que moi. Nous devons continuellement régénérer le bassin des gènes pour que la vie puisse continuer à se développer. Donc tuer la mort, c'est très con, c'est tuer la vie à terme. Et donc là, on se demande comment est-ce possible que des gens intelligents avec les plus grands... Enfin, Google aujourd'hui est la société qui emploie le plus grand nombre de bio-engineers dans le monde. Et donc, ils en arrivent à cautionner et à soutenir ce type d'idéologie complètement farfelue est vraiment très, très, très préoccupant. Cela dit, tout n'est pas perdu. Et je voudrais évidemment avoir une approche positive et dire que ce que fait Gauthier en faisant de telles présentations, en écrivant des livres, et ce que font des Pablo Servigne, ce que font des tas d'autres, eh bien, ça peut mener à des changements radicaux en entreprise. Et je vais vous évoquer quelques petits exemples qui me parlent beaucoup, mais qui, je pense, sont aussi emblématiques. Connaissez-vous la société Interface ? Non. Ah ben, ça tombe bien, comme ça vous apprendrez quelque chose. Interface, c'est une société qui aujourd'hui aux États-Unis est une des plus grosses sociétés productrices de tapis que l'on appelle industriels, donc les tapis qu'on trouve dans les grandes surfaces, dans les grands bâtiments, etc. Eh bien, il se fait que le patron d'Interface, je ne sais plus il y a combien de temps, mais peut-être une vingtaine d'années,
a un beau jour lu un livre de Paul Hawken et de Lovins et Lovins qui s'appelle Natural Capitalism, le capitalisme naturel. Et à l'époque, Anderson était un producteur de tapis industriels tout à fait classique, c'est-à-dire qu'en gros, le type de tapis que quand c'est usé, tout ce qu'on peut faire, c'est en gros les déchirer, les brûler. Donc extrêmement négatif en termes d'utilisation des ressources. Et à la suite de la lecture de ce livre de Hawken et Lovins, il s'est dit non, il doit être possible de penser à la production de tapis qui ne créerait pas de déchets résiduels. Et pendant plusieurs années, il a commencé à travailler là-dessus. Et au bout de plusieurs années, je ne sais pas combien de temps, mais il est arrivé effectivement à produire des tapis de façon industrielle, mais dont tous les composants sont détachables et qui peuvent donc être récupérés. Au point qu'aujourd'hui, je ne sais plus les chiffres exacts, mais Interface produit des tapis qui peuvent être totalement récupérés, je dirais à 98%. Donc c'est extraordinaire. Alors c'est extraordinaire parce qu'il y est arrivé et il est, je dirais, très successful au niveau économique en l'ayant fait. Ce qui est beaucoup moins extraordinaire, c'est que malgré tout, aujourd'hui, la grande majorité des producteurs de tapis sont encore toujours dans une production qui est extrêmement négative pour l'environnement. Il y a pourtant des émules, comme une société européenne qui s'appelle Desso, et qui a le même type de résultat. Donc, et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cradle to cradle, le berceau au berceau, et qui s'inspire directement de la nature. Et un des principes qu'a évoqué tout à l'heure Gauthier, c'est-à-dire que la nature, fondamentalement, ne produit pas de déchets. Eh bien, je pense que c'est un message d'espoir que nous a donné Ray Anderson. On peut, à partir d'une industrie qui est tout à fait polluante, si on le veut, et inspiré par la nature, en arriver à la retourner complètement pour en faire une industrie qui ne pollue plus, qui ne crée plus de déchets. Ça, c'est un premier exemple que je trouve très parlant. Le deuxième, c'est celui de Michelin. Si je vous demande ce que produit une Michelin, que direz-vous? Des pneus, effectivement. Et c'est ce que l'on comprend. Et pourtant, Michelin est en train d'essayer d'innover en s'inspirant aussi de cette idée de cradle to cradle, mais qui va encore plus loin, qui est une idée qu'on appelle de product service system, c'est-à-dire qui va remplacer les produits par des services. Et en fait, on le voit aussi dans la nature. Il n'y a pas véritablement de vente, entre guillemets, de produits entre les espèces, mais plutôt d'échange de services. Tu me corrigeras là aussi, Gauthier, mais je pense qu'on peut le présenter comme cela. Alors, quelle est l'idée révolutionnaire, entre guillemets, de Michelin? C'est de ne plus vendre des pneus, mais de vendre un service qui est un service de permettre, en fait, à ceux qui utilisent des camions, de bénéficier de kilomètres. Parce qu'en fait, à quoi servent les pneus? À faire des kilomètres. Et donc, qu'est-ce que va faire Michelin? Eh bien, ils vont renverser leur modèle en se disant on va vendre du kilomètre. Pourquoi? Parce que s'ils produisent des pneus, qu'ont-ils tendance à faire? Eh bien, à produire des pneus qui vont être suffisamment résistants que pour être compétitifs avec leurs plus grands concurrents, mais pas trop résistants non plus, parce que sinon, ils ne pourront pas les remplacer suffisamment souvent et donc faire du business à travers cela. Si par contre, ils se disent « nous vendons du kilomètre », c'est-à-dire nous mettons à disposition nos pneus et nous vous facturons au kilomètre que vous faisiez, vous, utilisateurs de camions. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont alors avoir un incentive, un stimuli à produire des pneus qui durent le plus longtemps possible. Et donc on est dans une toute autre logique. Ils vont alors veiller à ce que vraiment ils produisent des pneus qui soient les plus efficaces en termes énergétiques, en termes de consommation de ressources naturelles et autres. Et donc ça change complètement le modèle. Ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est qu'alors, ils ne vendent plus de pneus, ils ne vendent plus un produit, ils vendent un service. Et donc, ils ont intérêt aussi à former, par exemple, les conducteurs à conduire de façon à, si vous voulez, utiliser le moins possible de gomme
en freinant brusquement et ce genre de choses. Donc ils vont les induire à conduire de manière plus responsable. Et ils vont aussi changer leur business model. Ils ne vont plus vendre des services, ils vont louer en fait des biens, leurs pneus, etc. Donc vous voyez que là, on a un basculement dans l'économie. On passe d'une économie de produits vers une économie de services qui, a priori, est beaucoup moins consommatrice en ressources. Alors, ce n'est pas la panacée universelle, mais ça peut induire véritablement des changements assez radicaux dans les business models. Il y a bien sûr d'autres manières de s'inspirer de la nature. On le voit à plus grande échelle, par exemple des tentatives dans certaines villes suisses, comme à Genève, d'avoir ce qu'on appelle une écologie industrielle, c'est-à-dire de mettre les entreprises d'un bassin, d'une région, dans un réseau pour que les déchets de l'un servent de matière première aux autres, etc. Et là, on s'inspire à nouveau de la nature et de tout ce que nous a évoqué Gauthier. Mais la question, effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de cela? Alors, Gauthier l'a évoqué, dans beaucoup de cas, on se repose beaucoup trop aujourd'hui sur la technologie comme étant ce qui va nous sauver. Et malheureusement, je crois que c'est un leurre. Ce qu'il faut, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle ne peut venir justement que par un contact le plus régulier possible avec la nature. De ce point de vue-là, je m'étonne toujours quand je vais dans la forêt de Soignes, qui est à 2 pas d'ici, de me dire à quel point il y a peu de gens qui la fréquentent par rapport aux millions de personnes qui vivent à Bruxelles. Or, c'est vraiment de cela dont nous avons besoin, c'est d'aller régulièrement dans la nature. Et donc, comment est-ce qu'on peut stimuler cette conscience dans les entreprises, au-delà d'aller en forêt? Je pense qu'une bonne nouvelle, c'est de se dire qu'il y a d'autres mutations qui sont en train de se produire, qui vont favoriser aussi cette prise de conscience que nous devons nous inspirer de la nature. Et pour cela, je voudrais évoquer ce que nous avons développé avec, entre autres, Lionel, qui est ici présent, et avec d'autres amis qui travaillent en entreprise. C'est ce qu'on appelle les 3 niveaux de conscience des entreprises responsables. Un de ces niveaux, c'est bien sûr celui de se reconnecter au vivant, de se reconnecter à la nature, de comprendre qu'on fait partie d'un tout, comme l'a dit Aline. Mais un autre niveau, et il n'y a pas question ici de hiérarchie, mais simplement de différents plans de conscience, c'est celui de prendre conscience ce qu'est la dynamique humaine et ce qui la fait fonctionner. Et c'est ce que, en fait, a évoqué indirectement Gauthier en évoquant le livre de Frédéric Laloux. Le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, ce qu'il nous montre, c'est qu'il y a des formes de gestion des équipes, de gestion d'une organisation qui permettent une plus grande collaboration, d'une plus grande motivation entre les gens dans une organisation, qu'elle soit privée, publique ou not for profit. Et pourquoi est-ce que j'évoque cela en disant que c'est un lien aussi à la nature? C'est parce que je suis persuadé que les gens qui travaillent dans ce type d'organisation où il y a une moins grande hiérarchie pyramidale, où il y a une plus grande collaboration entre les personnes au sein même de l'organisation, eh bien, naturellement, elles vont, à court ou moyen terme, aussi se rapprocher du vivant. Je ne sais pas exactement par quel phénomène, mais je pense que tout simplement, naturellement, les gens, lorsqu'ils peuvent collaborer entre eux, rentrent aussi en collaboration avec le reste des êtres vivants ou non vivants qui nous entourent et commencent à les respecter autrement. Le 3e niveau auquel nous faisons référence, c'est celui du purpose, du but que l'on donne à nos organisations. Et là, j'aime beaucoup ce qu'a dit Gauthier également quand il disait qu'un des principes du vivant, c'est d'optimiser plutôt que de maximiser. Et quand on parle alors du purpose des organisations, eh bien, vous le savez aujourd'hui, si on posait la question à la plupart des chefs d'entreprise, quelle est votre responsabilité, quel est ce que vous devez faire, quel est votre but, beaucoup diraient maximiser la valeur actionnariale. Or, c'est précisément là que le bât blesse le plus profondément peut-être, c'est cette quantophrénie, cette volonté
totalement absurde et à nouveau totalement déconnecté du vivant, qui veut qu'on maximise toujours plus. Et c'est cela qui nous mène à des absurdités et à détruire en fait ce qui est à la base de notre survie même. Or, il y a heureusement de plus en plus de chefs d'entreprise qui se disent non, il faut sortir de ce modèle, il faut mettre Milton Friedman sur sa tête. Que nous disait Milton Friedman, c'est que la responsabilité première du chef d'entreprise, c'est de maximiser la valeur actionnariale sous la contrainte du respect des lois, la bonne décence, etc. Ce que nous disent des gens comme Emmanuel Faber de Danone, c'est qu'on va retourner cela en disant la première responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est d'optimiser la contribution sociétale de l'organisation moyennant un return adéquat pour les actionnaires. Donc on n'est plus du tout alors là dans la maximisation. On reconnaît le besoin effectivement de créer de la valeur actionnariale pour pouvoir financer les entreprises, mais pas pour autant de les maximiser. Et par contre, d'optimiser la contribution de l'organisation à toute une série de parties prenantes dans la société, parties prenantes qui peuvent être bien sûr la nature, le vivant, qui est celle dont nous avons absolument besoin pour survivre. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous et ce que m'inspiraient les propos d'Aline et de Gauthier ce soir. Maintenant, je vais passer la parole à Tom qui portera la réflexion à un niveau plus élevé en tant qu'économiste écologique, si je peux le présenter ainsi.